Bonjour à tous. Moi, je suis Jocelyn Desmar, je suis enseignant-chercheur à l'IMCCE et aussi à l'IPSA. Je pense que je connais pas mal d'entre vous aussi pour les occultations, puisque je fais partie de l'équipe Lucky Star. Il travaille sur les occultations stellaires d'objets transneptuniens. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de comment prévoir vos observations de FEMU en 2021, et notamment avec une sélection d'événements qui seront visibles depuis la France. Les prédictions des FEMU 2021 ont été faites à l'IMCCE, donc en utilisant des éphémérides, donc INPOP 17 pour ce qui concerne la position de Jupiter, et donc la théorie de Lenné de Valéry pour la position des Galiléens. Alors comme Jean-Eudes l'a rappelé, l'équinoxe de Jupiter a lieu le 2 mai cette année. Donc l'équinoxe, ça correspond au moment où le plan de l'équateur est dans le plan de l'écliptique pour Jupiter. L'opposition de Jupiter a lieu le 20 août. Donc l'opposition, ça caractérise un peu le moment où Jupiter est le plus observable dans les meilleures conditions, on va dire. Et donc cette année, pour la campagne FEMU, il y a à peu près 192 FEMU observables du 3 mars au 16 novembre, sachant qu'en théorie, il y a 242 FEMU qui ont déjà commencé, donc depuis le 3 janvier. Mais comme Jean-Eudes l'a rappelé, à cause de la conjonction de Jupiter qui a lieu en ce moment, les phénomènes qui ont lieu en ce moment ne sont pas visibles. Donc on a globalement 192 FEMU qui seront observables à partir du 3 mars. Et l'autre mauvaise nouvelle pour nous, les observateurs dans l'hémisphère nord, c'est que en fait, la déclinaison de Jupiter cette année a varié entre moins 12 et moins 16 degrés. Et donc on est un peu moins bien loti, on va dire, pour observer les FEMU. Alors ça, c'est un graphique que Jean-Eudes vous a montré. C'est la déclinaison jovicentrique de la Terre et du Soleil en 2021. Donc comme il l'a rappelé, en fait, quand la déclinaison de la Terre est proche de zéro, c'est la meilleure période pour observer les occultations de satellites entre eux. Et quand la déclinaison du Soleil est proche de zéro, c'est la meilleure période pour observer les éclipses de satellites entre eux. Et là, on voit aussi que la conjonction a lieu en ce moment. Donc Jupiter est malheureusement inobservable. Et la bonne période pour observer Jupiter sera au moment de l'opposition qui aura lieu fin août. Et donc, on voit que la meilleure période des FEMU, ça aura lieu à peu près au printemps, disons, et le début de l'été. Alors ici, vous avez le nombre de FEMU qui seront observables par semaine, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est en pointillé, c'est naturellement les FEMU qui ne seront pas observables à cause de cette conjonction avec le Soleil. Et on voit qu'à partir de mars, c'est là où on a globalement le gros des FEMU qui aura lieu au printemps, avec donc pas mal d'événements visibles chaque semaine. Et puis on voit que c'est décroissant jusqu'à l'été, avec un petit pic au moment de l'opposition. Et de nouveau, une période où il n'y a pas de FEMU entre septembre et octobre, avec juste quelques phénomènes en mi-novembre. Alors, pour observer un FEMU, comme on l'a dit, il n'y a pas besoin de gros télescopes, puisque en fait, les Galiléens sont relativement brillants. Alors, pour ceux qui ont déjà observé une occultation, c'est très similaire à l'observation d'un FEMU. Et comme pour les occultations, en fait, le point clé, c'est la détermination du temps, donc le datage des images. Donc, le mieux, c'est d'utiliser un GPS ou d'autres systèmes, bien évidemment. Et l'idéal, c'est d'avoir une précision en temps qui est de l'ordre du dixième de seconde. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est d'observer quelques minutes. Alors là, j'ai mis 5 minutes, mais ça va dépendre du phénomène. Globalement, d'observer quelques minutes avant, quelques minutes après le phénomène, pour pouvoir aider justement à l'analyse photométrique de l'événement. Et donc, comme autre conseil aussi, c'est que parfois, Jupiter peut être proche de l'événement. Donc, c'est toujours préférable d'utiliser un filtre, comme on l'a dit, un filtre rouge notamment, ou un filtre méthane. Donc, pour atténuer à la fois Jupiter, mais aussi quand on va avoir un phénomène qui a lieu pendant le crépuscule, ça peut également aider. Et donc aussi, le point clé, c'est d'éviter la saturation des satellites pour être capable de faire une bonne analyse photométrique. Alors, pour prévoir son observation, donc, vous pouvez aller sur le site de l'IMCCE, donc sur ce portail NSDB, où il y a les prédictions des FEMU qui sont disponibles à cette adresse.
Donc, on peut rentrer son code IAU, c'est-à-dire un code observatoire qui a été défini par l'Union astronomique internationale. Et donc, en rentrant son code IAU, on a accès à l'ensemble des événements qui sont visibles depuis son observatoire. J'imagine que la plupart d'entre vous n'avez pas de code IAU pour votre observatoire. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Donc, c'est l'objet de cette diapo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les FEMU sont des phénomènes globaux, donc les instants de début et de fin des phénomènes ne vont quasiment pas dépendre de votre position. Ce qui va dépendre de votre position, c'est savoir si Jupiter est au-dessus de l'horizon et savoir si le Soleil il est sous l'horizon. Donc, comme ce sont des phénomènes globaux, vous pouvez prendre un observatoire qui est proche de chez vous. Ça ne va pas changer, les instants de début et de fin des phénomènes. Donc ici, sur la carte, vous avez le code à 3 chiffres qui correspond au code UAI des observatoires. Donc si vous êtes proche de la région parisienne, vous pouvez prendre celui de Paris, qui est 007. Et puis après, suivant où vous êtes, vous pouvez prendre l'observatoire le plus proche. Sachant que, en fait, si vous mettez Paris, même si vous êtes dans le sud de la France, vous allez avoir globalement les mêmes phénomènes, sauf la hauteur de Jupiter et du Soleil seront légèrement différentes. Alors ici, c'est donc une fois qu'on a rentré le code UAI sur le site et qu'on soumet la requête, eh bien, on tombe sur cette page qui nous indique donc les phénomènes qui sont visibles depuis notre position. Donc ici, vous voyez qu'on a un tableau avec pas mal de chiffres. Donc je vais revenir un peu en détail sur la signification de ces chiffres. Donc là, j'ai pris les 3 premières lignes et les 3 dernières lignes et j'ai surligné en bleu à chaque fois le paramètre dont je vais parler. Donc le premier, bien évidemment, c'est la date du FEMU avec l'année, le mois et le jour. Ensuite, on a l'heure du début du phénomène. Donc l'heure est toujours donnée en temps universel. Donc il faudra soit ajouter 1 heure, soit ajouter 2 heures suivant la période de l'année. Vous avez ensuite l'heure prévue de la fin du phénomène, également en TU. Ensuite, vous avez le type de phénomène. Donc, vous voyez que c'est un chiffre, une lettre et un autre chiffre. Donc, le premier chiffre, ça indique les 2 chiffres en fait vont indiquer les satellites qui sont en jeu dans le phénomène. Et la lettre va indiquer le type d'événement. Donc, ça sera O pour une occultation et E pour une éclipse. Et puis, les chiffres, eh bien, ce sont l'ordre des Galiléens suivant leur distance à Jupiter. Donc, 1 pour Io, 2 pour Europe, 3 pour Ganymède, 4 pour Callisto. Donc ici, par exemple, si je prends le premier événement qui est 2O1, ça signifie que Europe, donc le satellite numéro 2, occulte le satellite numéro 1 qui est Io en l'occurrence. Pour l'événement suivant, on voit que c'est 2E1, donc c'est Europe, le satellite numéro 2 qui éclipse Io, la satellite numéro 1, et ainsi de suite. Ensuite, le paramètre suivant, c'est la durée, donc, qui donne la durée du phénomène en minutes. Donc là, on voit que ça peut durer quand même relativement longtemps, notamment par exemple celui-là qui dure un peu plus d'1 heure. Mais globalement, c'est vrai que les phénomènes durent entre 5 et 10 minutes en général. Ensuite, on a le paramètre d'impact. Donc, c'est un paramètre qui sert à mesurer un peu la distance unitaire entre 2 centres de satellites pendant le FEMU. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça vaut 0 quand le phénomène est central, donc quand on a un alignement parfait, et ça vaut 1 quand c'est proche de 1, on va dire, si l'événement est rasant. Ensuite, on a le paramètre M, qui est la magnitude combinée des 2 satellites, donc avant et après l'événement. Donc, c'est normalement légèrement supérieur à la magnitude du satellite, des satellites eux-mêmes. On a le delta M, qui est la chute attendue en magnitude pendant l'événement. Donc ça également, ça peut être un paramètre important suivant la capacité dont vous pouvez mesurer la chute en magnitude. Ensuite, on a la distance au limbe de la planète, donc pour le satellite éclipsé ou occulté. Donc il est donné en arcs secondes. Là également, c'est un paramètre qui peut être important, notamment pour savoir si vous avez un petit instrument, par exemple, ça va être difficile d'observer proche du limbe de la planète. Donc, par exemple, cet événement-là, où on voit que c'est à seulement 3 arcs secondes du limbe de la planète. Ensuite, on a la distance angulaire entre le satellite éclipsé et le satellite éclipsant. Donc là, c'est uniquement pour les éclipses, puisque pour une occultation, en fait,
la distance angulaire est proche de 0. Donc ça également, ça peut donner une indication si le satellite n'est pas trop proche non plus de... Le satellite qui éclipse n'est pas trop proche du satellite éclipsant. Et enfin, donc, on a la hauteur de la planète au-dessus de l'horizon. Donc ça, c'est pour le lieu précisément de notre observation, qui est donné en degrés. Ensuite, on a la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit négatif, ou ça peut être légèrement positif si vous observez en altitude, par exemple. Et enfin, donc, on a la phase de la Lune, avec donc 0 pour la nouvelle Lune et 1 pour la pleine Lune. Alors, en fait, le site de l'IMCCE, quand vous rentrez votre code observatoire, va vous donner tous les événements qui sont visibles avec pour seul critère que Jupiter soit observable, c'est-à-dire Jupiter au-dessus de l'horizon. Donc, notamment, vous pouvez avoir aussi les événements qui sont visibles en plein jour. Donc, il faut trier vous-même les FEMU suivant vos conditions et aptitudes d'observation, donc notamment la hauteur de Jupiter. Si, par exemple, vous ne pouvez pas observer Jupiter en dessous de 20 degrés de hauteur. Même chose pour la hauteur du Soleil, si vous préférez les phénomènes qui ont lieu complètement pendant la nuit, on va dire. Et également la baisse en magnitude, c'est-à-dire un phénomène dont la baisse en magnitude va être observable avec votre instrument. Alors ici, j'ai repris un peu un code couleur qui reprend les événements qui sont donnés pour Paris, avec donc en rouge les événements qui sont favorables, ceux qui peuvent être observés assez facilement, et en rouge un peu plus clair, donc favorable, et encore plus clair avec une faible diminution du flux. Et en bleu, donc les événements peu favorables, c'est-à-dire en général, Jupiter n'est pas forcément Jupiter n'est pas haut dans le ciel. Et en gris très clair, ce sont les événements très difficiles, donc qui ont lieu en général pendant la journée. Donc les événements qui sont en bleu sont peu favorables pour Paris, mais pour le sud de la France, ils peuvent devenir favorables si la hauteur de Jupiter est un peu plus haute. Donc si on fait le tri ici, j'ai repris vraiment les événements, on va dire, au moins favorables, qui sont visibles depuis la France, donc là plus particulièrement depuis Paris, mais globalement ils seront visibles également partout en France. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il n'y a pas énormément de phénomènes très favorables, il y en a 4 si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai mis dans très favorables ceux pour lesquels la baisse en magnitude sera assez forte. Également ceux pour lesquels Jupiter sera suffisamment haut dans le ciel. Alors, quand je dis haut, c'est au-dessus de 10 degrés. Donc là, même chose, ça peut être plus ou moins difficile à observer suivant votre horizon. Et également qui ont lieu donc, pendant la nuit. Enfin, la nuit, ça comprend en fait le crépuscule nautique. Puisque en fait, on peut voir qu'il y a seulement un seul événement qui a lieu pendant la nuit complète à Paris. Donc, c'est celui-là, celui du 4 juillet, où le soleil sera en dessous de moins 18 degrés. Alors, même chose, si vous êtes dans le sud de la France, a priori, le soleil sera plus bas sous l'horizon, donc ça sera un peu plus favorable. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de faire le tri des observations, en particulier par rapport à la hauteur de la planète au-dessus de l'horizon, la hauteur du soleil sous l'horizon, et naturellement la baisse en magnitude, qui peut être plus ou moins facile à observer. Par exemple, si je prends cet exemple-là du 9 juillet 2021, on voit que la baisse en magnitude, elle est de 2 millièmes, donc c'est assez difficile à mesurer. Alors, un autre outil qui peut être utilisé aussi pour avoir les prédictions, c'est le logiciel Occulte, donc qui est plutôt dédié à la prédiction des occultations, mais qui intègre aussi les phénomènes mutuels. Donc, c'est un logiciel qui a été développé par Dave Herald, et donc il regroupe un peu de manière... ce sont les mêmes prédictions que vous allez retrouver entre l'IMCCE et ce que vous avez ici. Et donc, ça vous donne les événements qui sont visibles. Vous pouvez rentrer les coordonnées de votre lieu d'observation et avoir la liste des événements qui sont visibles depuis votre lieu d'observation. Et notamment, donc, on a un peu la représentation du phénomène, bien sûr agrandie ici. Donc ça, c'est tous les événements. Il n'y a pas de limitation par rapport au site. Et là, c'est limité par rapport au site. Donc notamment ici, j'ai surligné, on va dire, l'événement du 29 mai, qui sera plutôt favorable à observer. Donc c'est une occultation, une éclipse
de Io par Ganymède. Donc là, on voit une représentation du phénomène. Voilà, donc bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ces deux sites qui donnent globalement les mêmes informations et qui donc regroupent un peu les conseils d'observation pour la campagne de FEMU 2021. Voilà, si vous avez des questions. C'est super. Donc, Jocelyn, tout de suite, je me mets à la place de Valérie. Valérie doit bondir en se disant, finalement, il n'y a qu'un seul événement dans ta table qui implique Callisto, c'est le premier, le 12 avril. Oui, mais c'est depuis la France. Il doit y avoir des événements. On parle pour la France. Oui, okay. oui. Hein, donc, si on doit se mobiliser, il faut être prêt pour le 12 avril pour que Valérie soit content. Mais il y a peut-être d'autres phénomènes dans les bleus. Ouais. Avec Callisto, mais c'est clair que Callisto, donc il y a le 18 mars. Oui, mais la hauteur Jupiter sera à 2 degrés. Donc, c'est mission impossible. Voilà. Il y a aussi autre chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a certains événements qui sont qui durent longtemps, notamment celui-là ou même celui-là. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la hauteur qui est donnée ici, c'est, je pense, au moment du milieu du phénomène, ce qui veut dire qu'à la fin du phénomène, le jour sera d'autant plus prononcé, on va dire. Quand ça dure quasiment 1 heure, il peut y avoir aussi ce problème-là. Est-ce que les longs phénomènes sont intéressants? Parce que est-ce que c'est vrai? Tu me corriges, enfin Valérie ou Jean-Eudes, parce qu'on va avoir une précision relative beaucoup plus importante, ou est-ce que c'est faux? Plutôt les phénomènes rapides qui sont intéressants. Toi, tu préfères les phénomènes rapides parce que c'est très contrasté et il n'y a pas de... Oui, après, avec un phénomène long, on peut avoir accès à d'autres paramètres, comme les satellites, les effets de phase, les lois de réflexion de la lumière. Donc, ça peut nous aider à améliorer la réduction des autres phénomènes. Quelle est la précision des prédictions? J'ai eu beaucoup de questions et puis ça a été une de mes préoccupations l'an dernier avec Jean Méus. C'est quand on regarde les tables de Jean Méus, les tables là de Valérie et également celles de l'USNO, là, du Nautical Almanac américain, on voit que voilà, vos prédictions ne coïncident pas du tout. Hein. Donc, Valérie, tu mets ta tête sur le million pour quelle précision en secondes ou en minutes? Oh non, en minutes. Alors, il y a deux choses. Moi, je peux vous donner la précision typiquement, on va dire, kilométrique dans l'espace. En gros, un satellite galiléen fait entre 1600, 1700 km de rayon et 2004, si je ne me mémoire, en 2006. Et typiquement, l'incertitude sur la position de ces lunes, c'est entre 50 km. Donc, en gros, s'il y a un phénomène, disons, mis à part les phénomènes rasants, c'est-à-dire où vraiment un satellite passerait devant l'autre et la partie recouverte serait de l'ordre de 50 km, ce qui est quand même des phénomènes très rasants. Sinon, le reste du temps, je pense qu'on va largement, on doit avoir à peu près les mêmes prédictions. En revanche, la date, hein, le temps, si vous voulez, le temps de mesure, à 50 km, Io, il fait 18 km par seconde, donc ça fait quelques secondes. Callisto, c'est 2 km par seconde, donc ça commence à faire plus. Voilà. Mais enfin, même si vous avez une minute d'erreur, enfin, déjà, ce serait intéressant de les mesurer. Mais c'est pas, je pense que globalement, ça ne remet pas en cause l'observation elle-même. Par ailleurs, puisqu'on parle d'observation, dans les prédictions qui sont faites, alors je ne veux peut-être pas trop m'avancer, là je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je sais que sur le nouvel serveur qu'on est en train de faire, les prédictions qui sont faites négligent par exemple les effets de phase, les satellites et ce genre de choses. Donc en réalité, elles sont déjà un peu approximatives. Donc peut-être que ce n'est pas le cas là sur celles qui sont présentées. Nicolas, tu es là. Est-ce que tu te souviens comment la chute en magnitude est calculée, si on tient compte de l'effet de phase ou non? Nicolas intervient juste après. C'est à qui la question? C'est à toi que je pose la question. Oui. La chute en magnitude, est-ce qu'on tient compte de l'effet de phase? La chute de magnitude,
C'est tout simplement les surfaces des disques. Oui, c'est ça. Oui, j'ai calculé les surfaces des disques qui se croisent et puis c'est le rapport de la surface occultée Oui. et pas occultée. C'est le Donc, rapport. je considère que c'est des disques uniformes et qui Disque uniforme, bien oui, sûr. mais pour la prédiction, ça fait quelques secondes d'écart. Par contre, globalement, quand on a un phénomène court, la précision est bonne à 1 minute près. Mais pour un phénomène qui dure 1 heure, il peut y avoir 5 minutes d'erreur sur le début du phénomène. Oui, Il faut bien penser que quand on a les satellites qui sont à l'élongation et qui ne bougent plus, apparemment, forcément qu'une petite erreur d'éphéméride va se traduire en quelque chose de beaucoup plus long pour l'instant du début du phénomène. Donc c'est vrai qu'il faut, j'allais dire, il faudrait peut-être prendre 10% de la durée du phénomène avant, peut-être même plus. Quand on dit qu'il faut démarrer 5 minutes avant, oui, pour un phénomène assez court, on démarre 5 minutes avant. Mais pour un phénomène d'1 heure, il faut vraiment commencer un quart d'heure avant, je dirais. Ok, très clair. Bon, parfait. D'autres questions? Sinon, Nicolas, prépare-toi à partager l'écran. En tout cas, je retiens ça. Donc, c'est effectivement, si tu dis 50 km par rapport à 1700 km, donc ça veut dire 3%. Donc, à peu près, voilà, quand on dit 5% d'erreur, il faut anticiper 5% avant et 5% après. Alors, les 50 km, c'est plutôt pour la chute en magnitude. D'accord. Et là, oui, on peut avoir 5-10%, mais comme on dit, comme on disait avec Nicolas, et on a fait quelque chose de simple parce que on n'a pas les cartes d'albédo, c'est pas encore suffisamment sûr, donc ça sert à rien de faire des calculs compliqués qui seraient aussi faux. Donc 5-10% d'erreur dans la chute en flux, quoi. Mais peut-être pas que la chute en flux, hein. Je pense que l'erreur d'éphéméride va aussi jouer sur l'instant du minimum, hein. Donc, à mon avis, ça va jouer sur les deux. Mais voilà, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un cumul, certes, de l'incertitude de l'éphéméride, donc 50 km, auquel va se rajouter effectivement la prédiction qui a comme objectif de vous dire quand est-ce qu'il y a quelque chose, mais qui ne cherche pas forcément la précision du dixième de seconde sur vous dire quand le minimum, en théorie, doit intervenir. Valérie, enfin, Nicolas, il va peut-être en parler, mais les instants de début et de fin d'événement sont très importants pour toi, oui, ou pas? Oui, c'est vrai. C'est le début et le fin du phénomène qui est important, qui est très important, même pas la chute. Donc, il faut avoir une bonne référence, bien enregistrer le phénomène avant le début pour pouvoir commencer à détecter la variation de flux. Oui, bien sûr. Pour ce début. Si je peux juste ajouter un point là-dessus, assez important finalement. Je vois qu'on va peut-être, mais peut-être que Nicolas va en parler. C'est très intéressant d'observer avant, donc comme le dit Nicolas pour la réduction, mais on a également des collègues brésiliens qui ont développé une méthode, disons qu'ils appellent d'analyse des phénomènes mutuels, qui n'utilise que la partie où il n'y a pas le phénomène, c'est-à-dire avant et après. Oui, je vais parler dans mon exposé. Je te laisse parler. Dans mon exposé, je vais parler de ça.